Ouais, il vient, il vient. Tu vas pouvoir l'avoir. Regarde. Dans les eaux du golfe de Guinée, au large de l'archipel des Bijagos, le tarpon est l'un des poissons rois. Toi aussi, tu lâches tout, hein. Celui dont le combat est le plus dur Non, pas en et bas, aussi pas en bas, le en plus bas. recherché. Trop tard. Mais il n'est pas le seul. Ici, la mer regorge de bien d'autres trésors. Chaque coup de ligne est un record en puissance. L'endroit est un véritable paradis pour les pêcheurs. On va mettre la deuxième, mais c'est petit ça, hein. Voilà. De Dieu. Belle bête. Toujours content quand on a mis un au sec. Sur la côte ouest du continent africain, la Guinée-Bissau. Au large de l'ancienne colonie portugaise, les Bijagos. Un ensemble d'îles, environ 80, qui abrite une faune exceptionnellement riche. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Chaque jour, du mois d'octobre au mois de mai, les mêmes scènes se répètent. Aux premières heures de la matinée, les résidents du club Akaja fourbissent leurs armes. Quand on passe 8 ou 9 heures à la pêche, il ne faut rien laisser au hasard. Qu'est-ce que tu me conseilles de prendre? Éric Legris, l'un des guides, est tombé amoureux des Bijagos il y a 3 ans. Depuis, il y passe régulièrement 8 mois chaque année. L'archipel n'a plus beaucoup de secrets pour lui. L'une des particularités des Bijagos, ce sont les bolons, des bras de mer qui serpentent au milieu des îles, des territoires qui abritent des dizaines d'espèces d'oiseaux. Alors là, on se trouve entre Boubac et Orango-Rangosino. Là, on a quelques palétuviers qui sont là, qui sont légèrement recouverts à marée haute. Et là, tu as tous les oiseaux là, qui viennent pour s'y abriter. Là-bas, on a quelques pélicans. À marée basse, il y a les barges et les courlis, les petits bécassos qui viennent manger les vers, crabes violonistes et puis autres petits crustacés. Et à marée haute, tu as toutes les mouettes, les sternes qui se régalent sur les alpins. L'agitation des sternes est un signe qui ne trompe pas, le poisson est au rendez-vous. Regarde, je vais passer fait dedans, hop, pendu. Allez. Dans la chasse. Regarde, dans la chasse, Donc votre poisson est au milieu des mouettes, là, Ouais. au milieu des sternes. au milieu des sternes, tu as tous les poissons qui chassent dedans. Voilà, on vient d'en piquer une petite. Donc là, il y a toute la chaîne alimentaire qui est ici, quoi. Toute la chaîne alimentaire. Voilà, on est tout doucement à gauche. Alors les mouettes chassent les alevins et les petites carangues chassent les alevins aussi. Et les carangues chassent les alevins. Et c'est pour ça qu'ils restent en surface, quoi. Voilà. Le poisson refait monter le poisson fourrage en surface. Et les sternes sont là pour se récupérer tout ce qui remonte. Une carangue? Ouais. Tu vas venir t'aider? Non, c'est bon. Tu me prends la canne, s'il te plaît? Ouais. Au petit poisson.
Là, c'est toute jaune. une espèce qui est adulte, là ou... Non, non, elle est toute petite. Là. On en fait beaucoup plus grosses dans l'archipel. On peut faire un peu plus de 20 kg. Côte d'Ivoire, une fois 22 kg. Voilà. Ou sinon, régulièrement ici, des 10 kg, c'est assez fréquent. On va la remettre à l'eau. Voilà. Elle retourne à l'eau. Patrick Sébille connaît bien les bijagos. Il pêche dans l'archipel depuis 8 ans. Avec l'aide des marins locaux, il a repéré les fosses et dressé une véritable cartographie des fonds. Son travail profite dorénavant à tous les pêcheurs du club. Donc ici, nous avons la pointe de Ruban Nord. Derrière nous, ou devant nous, la pointe d'Anagarou Nord. Et dessous nous passe donc un chenal qui va longer ces deux pointes, qui va ensuite s'arrondir pour longer l'est de Cagnabac et qui va partir droit face au large. Donc là, c'est un passage assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de poissons fourrage qui passent ici. Au fond, nous avons des fonds qui varient à peu près entre 10 et 18 mètres dans ce secteur. Il y a du caillou, il y a du sable également mélangé avec des coquillages. C'est un bon poste pour pêcher en calé. On peut prendre des otolithes, on peut prendre un peu de requin, on peut prendre du cobia, on peut prendre du bara, de la riguitare. On peut également pas mal s'amuser sur de petites cannes à pêcher des simpotes ou des pagres. C'est aussi bien et puis ce sont de bons vifs en plus. Allez, on va mettre des lignes en place. Comme il y a du caillou au fond, on va pêcher l'otolithe ou la carpe rouge avec des bas de ligne décollées du fond. Voilà, donc j'ai monté ce tourillon là sur une tige inox avec un émerillon au-dessus et une agrafe dessous. L'agrafe me sert à tenir le plomb. L'émerillon lui est relié au corps de ligne, ce qui fait que mon appât qui va être derrière dans le courant, même s'il vrille un petit peu, parce que parfois le courant est assez fort, ne transmettra pas en fait sa vrille au corps de ligne. Ensuite, donc je monte une... Là, je vais mettre des empiles. Voilà. Avec des hameçons circulaires comme ça. Monté sur un petit bout de corde à piano. Ça s'utilise surtout aux États-Unis. C'est vrai que l'avantage de ces cordes à piano en fait, est de bien se maintenir dans le courant, de moins vriller, de ne pas se croquer comme pourrait le faire un câble acier dans ce cas-là. Donc je prends des cordes à piano qui sont quand même un petit peu souples. Hein. C'est des cordes à piano qu'on utilise souvent en France pour faire des montures à poisson mormanier, pour le cendre ou le brochet ou le silure. Voilà, c'est pas la peine d'être très long, hein. Comme le cercle-loup va piquer le poisson au coin de la gueule, on n'a pas besoin d'avoir une grande longueur d'acier pour protéger le nylon qui est au-dessus, ce qui augmente encore la souplesse du bas de ligne et c'est beaucoup plus pêchant. Voilà, l'hameçon circulaire est tout simplement piqué à travers de la gueule. Voilà. Voilà, donc là j'ai un hameçon circulaire, donc un hameçon qui sert à l'autoferrage. Et si tu veux, ce que je peux faire un peu plus, surtout là, à l'instant présent, nous sommes à l'étal, j'ai un petit clip de ligne ici. Et je viens pincer mon fil, tout simplement. Ce qui fait que quand le poisson va tirer, il va se retrouver à l'instant avec 50-60 cm de mou pour un peu mieux prendre en gueule l'appât. Quand il y a du courant, c'est pas très important parce que finalement le poisson, lorsqu'il y a du courant, se jette beaucoup plus sur sa proie. Mais vers les étals, c'est, je trouve, une bonne précaution de rajouter ça. Voilà. Donc il va prendre en gueule, tac, ça va tirer à l'instant. Et le choc du plomb, on ne peut pas le faire relâcher? Non, parce que le plomb en fait redescend. Ouais. Il ne redescendra pas suffisamment, tu as vu, l'empile fait 1,50 m. Donc normalement ça va assez bien se passer. Voilà. Une ligne importante. Voilà, donc là, puisqu'on est à l'étal et que pour l'instant le bateau est à 90 degrés de l'axe du courant, quand le courant sera formé, je vais basculer cette canne sur ce côté et dès qu'on aura tourné, je la relèverai et je la repositionnerai. Donc là, le lancer le plus facile dans ce cas-là, c'est pas de jeter classiquement face à l'endroit où on veut lancer, c'est de lancer comme ça, de dos. Voilà, on risque beaucoup moins de taper dans une autre canne. Comme de plus, on n'a pas besoin de lancer spécialement loin, ça suffit largement. Hein. Les poissons, ils sont partout autour de nous, la preuve, on pêche, tu vois, sous le sillon et ça touche. Hein. En fait, tu mets tes deux doigts, comme ça. Tu vois, tu fais un tour. Ça veut dire que tu as deux fils dessus et un dessous. Tu prends ton doigt, tu vas chercher le fil qui est là au fond. Tu tournes ces deux fils ensemble, 4 fois, 5 fois, pas trop non plus. Ok. Alors tu prends ton empile, tu le rentres dans l'interstice entre les deux fils. Okay. Là, tu amènes doucement au contact, comme ça. Et maintenant, tu mouilles un peu. Voilà. Ça glisse pas? Ah non. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nœud? Il est très pratique à faire. Il est solide. Quand on a besoin de ramener, quand on a besoin de remonter rapidement une ligne, parce qu'on vient de casser et que ça mord,
ou pour des petits balignes sur des fonds de cailloux, on sait qu'on casse régulièrement, et qu'on n'a pas envie de faire des balignes très évoluées, disons, qui prennent beaucoup de temps à leur réalisation. On a un nœud très rapide et vraiment très costaud. En plus, le fil est à 90 degrés du corps de ligne, donc ça éloigne un peu l'empile légèrement du corps de ligne, ça limite un peu les emmêlages à la descente avec le corps de ligne. Oh, c'est un gros vif que tu m'attrapes là. Ça fait une bonne touche. Oh, un joli pagre, tiens. Tu me l'amènes. Hop. Un joli pagre. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces poissons. C'est un pagre, c'est la famille de la dorade royale et du sard. Pagre à point bleu. très beau. Ouais, très beau et très beau en plus. Aussi bien à l'appât qu'à la table. Laurent Cousseau est guide de pêche en Loire. C'est son premier séjour au Bijagos. Vous, Laurent, c'est la dandine. Oui. Le principe est simple, hein, il suffit de décoller assez vivement l'appât du fond sur environ 1 mètre et d'accompagner sa descente. La touche a souvent lieu lors de la descente de l'appât. Ça donne un peu des coups de tête, hein? Ouais. Carpou. Ah, ça peut, ouais. On devrait être vite fixé. Ah, voilà. Oh, un joli tiof, tiens. Un joli tiof. Pour ici, hein? Ouais, un mérou. Alors, il n'y a pas beaucoup de mérou ici. Je pense que c'est surtout dû à la faible profondeur de ces secteurs, donc une eau relativement chaude, et je pense que les mérous affectionnent plutôt, enfin les tiofs, affectionnent plutôt des fonds plus importants. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on fait de jolis tiofs qui font entre 8 et 15 kg. On les fait dans les 80-100 mètres de fond quand même. Hein. Voilà, il est là. Les journées de pêche au Bijagos offrent une grande variété de prises. Elles sont également l'occasion de découvertes et de leçons de choses. Amadou, s'il te plaît, on va aller couper les huîtres de palétuvier là. Regarde, il y a une branche qui est bien dégagée là, on va aller dessus. Tu vas voir? Ici, les huîtres poussent sur les arbres. Attention, derrière. Tiens, celle-ci. Voilà. Il faudra mieux une machette pour faire ça. Ah oui, ce serait beaucoup mieux là. Et là, c'est donc des huîtres qui sont consommables sans problème. Sans problème, c'est dans les boulons comme ça. T'as pas de pollution ici, pas de sac plastique. Voilà, ça vient de se faire. Et il suffit de cueillir la branche, quoi. Simplement. Donc là, les huîtres sont réellement des fruits de mer dans ce pays. Oui. Voilà. Une belle branche avec toutes ces huîtres de coller dessus. Une belle branche pour ce soir. C'est la corvée de bois en même temps. Voilà. On va se faire ça à l'apéro. Variété de petites crabes. Voilà. Contre l'agneau. Voilà. Parmi les trésors de la faune, des animaux qu'on ne trouve pratiquement que dans cet archipel, les hippopotames de mer. Vivant en groupe, ils nagent d'une île à l'autre, le plus souvent la nuit. Il y a des animaux par là. Ouais. Il y a des hippopotames apparemment qui passent. C'est une coulée. Voilà. Il y a quelques empreintes de céphalophes et de singes. Mais principalement là, c'est ces hippopotames qui viennent brouter la nuit et qui retournent à l'eau la journée. Alors ici, on a une variété, c'est les hippopotames de mer.
On suit bien la piste là alors. Ouais. C'était un gros? Ouais. Apparemment, il n'y en avait pas qu'un. Ça fait des marches. Ouais, ça fait des marches. C'est agréable, c'est du sable. Et donc là, on voit bien les pieds là. Voilà, c'est une empreinte. Deuxième, puis ainsi de suite. Elle est effacée avec la marée, mais sinon, on voit bien la coulée. Après l'observation de la nature, la pêche reprend ses droits. Armel, tu t'habilles? Décroché. Maillot, petit. Non, il est encore dessus. Allez. Allez, superbe. Allez, tu t'habilles, Armel? Un jeune tarpon est accroché. T'amuses un peu. T'es en Armel train de Langlois sortir, va t'en profites. enfin conjurer Donc, le tu vas tout sort. doucement, ok. C'est son 6e séjour et il n'a encore jamais pêché ce poisson. Voilà. Tu fais attention, il risque de sauter là. Voilà. Super. Tout le monde a pris sa douche, c'est bon? Voilà. Là, on va arriver. Je vais essayer de le choper par la gueule. L'hameçon, on va le retirer. Alors, c'est un petit coup. Voilà, il est enlevé. Maintenant, je vais le relâcher. C'est un petit poisson, une quarantaine de kilos. Bon, bah c'est bon, il est parti. Écoute, Armel, c'est ton premier poisson? Bravo. Bon combat. L'année dernière, j'avais raté 2 tarpons. Et cette année, c'est mon premier. Voilà, c'est le grand coup de chance. Parce qu'avoir un tarpon, c'est le premier dans sa vie, c'est un grand moment. Armel, c'est bon? Ah ouais, allez, c'est une otolite. C'est bon. Elle arrive au bateau. Vas-y, tu me la ramènes, s'il te plaît? Voilà, tu bouges plus. Voilà, superbe poisson. Bon, c'est une petite. Déjà, c'est sympa, ça se va bien. Voilà. Et bien, écoute, celle-là, on va la garder, Armel, pour soi. On va la manger, hein. Ah, si Comme c'est on est au excellent bivouac. ça. Voilà. Cirque Loup qui a encore fait ses miracles. Voilà. Très très beau poisson. C'est un bon poisson à manger. Très très bon poisson. En plus, qui est recherché par les pêcheurs qui viennent dans les bijagos. Voilà. Un carnassier qui vit surtout à fond. C'est excellent. Ça, Moi, c'est mon excellent. poisson préféré. Voilà. On va la décrocher puis on va la mettre dans le coffre pour ce soir. Et alors, tu as vu, regarde, Ouais, les dents farcies. les dents et la bouche orange. Sous les tropiques, la nuit tombe vite. Il est 18 h, la marée baisse. C'est le moment idéal pour pratiquer une autre technique, le surfcasting. Eric et Armel ont rejoint Patrick Sébille pour le bivouac et une partie de pêche de nuit. Voilà. C'est gagné. Au Bijagos, on peut tenir sa ligne 24 h sur 24. Voilà, tu as ressorti le fil poissé. Et là, maintenant, on le passe 1, 2 et 3 fois. Comme ça. Voilà. Et là, si tu as un gros tarpon ou n'importe quel autre gros poisson qui vient chercher, il est pour toi. Hein. Tu vas passer un bon moment avec. Rappelle-toi, c'est là que tu as piqué ton gros l'an dernier. Ouais. Maillot! Alors voilà, tu prends un Starlight, tu prends un nylon, un 40 centièmes, et puis la bague qui va avec. Ok. Ton nylon, tu le passes sur ton nylon de ferme. Voilà. Tu passes la bague dans le nylon. Le Starlight, il sert à quoi? À faire un repérage sur la ligne au cas où tu as une touche. Voilà. Là, tu viens le mettre en butée, ton tube. Ouais. Ok. Et tu mets ton Starlight à l'intérieur. Ça fonctionne comment? Il y a une pile Ouais. dedans? Non, c'est de liquide que tu casses en fait et Ouais. qui se mélange. Et ça tient longtemps? Et ça tient toute une nuit en principe. Pour certaines, suivant les marques. Et si ça rentre dans l'eau, ça continue à fonctionner? Et ça continue à fonctionner. Donc là, tu te sers
légèrement ton nylon sur l'autre, ça vient juste embouter. Là, surtout important, tu rentres ce nylon-là, tu le rentres pas à l'intérieur du truc, okay. Il faut qu'il vienne dessus. Ici, tu as une touche, ton starlard, il part avec le nylon. Et vice versa, il remonte. Quand il arrive au sillon, sur l'anneau, et bien il se bloque sur l'anneau et tu peux remonter ton poisson tranquillement. Voilà. Ok. Petite carpe sympa. Tiens Pat, tu la prends? Vas-y. Je te donne un peu de fil. Petite carpe. Voilà. Oh là, elle a bien avalé. Ouais, bien engamé, ouais. Écoute. Tu sais quoi? Non. Je crois que ça va finir en poisson cru ce soir. Carpaccio, ça devrait être bon là. Ouais, ça va le faire. Allez. Allez, on y va. Il y a des tapes à la canne à côté. Tiens, je te laisse ta carpe. Tiens, tu vas aller voir. la carpe, vas-y, tu t'en occupes? Ouais. Ah, voilà. Il y a un poisson. Alors, ce qui est bien, c'est sur un hameçon circulaire, donc le poisson est piqué tout seul, voilà. Hop là. Voilà. Tiens, voilà, c'est une petite carpe. Voilà. On voit bien l'hameçon autoferrant qui a bien fonctionné au coin de la gueule. C'est idéal si on veut relâcher le poisson, hein. Parce qu'on voit bien là, le poisson est à peine piqué. Il ne peut pas se décrocher tout seul. On n'a pas besoin de ferrer, c'est très fonctionnel. Là, voilà. Ah, on la voit dans la vague. Ah, voilà, c'est une otolite. C'est une jolie otolite. Ah, ça c'est... Je trouve que c'est vraiment un des plus jolis poissons qu'on pêche ici. Voilà, c'est une otolite de taille moyenne. On va peut-être l'entendre grogner si elle veut bien. C'est de la famille des barbes et des... Non, pas du tout, c'est un cyanidé. C'est la famille du maigre, de l'ombrine également. C'est d'ailleurs souvent à tort appelé ombrine sur les côtes d'Afrique, alors que c'est une otolite. Voilà, la gueule bien jaune qui est typique de nombreux cyanidés. Ce poisson, c'est à lui seul une raison de venir ici. On vient souvent ici au bivouac pour pêcher l'otolite. Parce que si on a une bonne soirée, qu'il y a un joli banc, en plus on peut avoir de très nombreuses touches, on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à la pêcher. Allez, on va la relâcher, c'est pas la peine de la garder trop longtemps au sec. Quelques heures de sommeil et la passion reprend le dessus. Bruno Minetti, nouveau venu dans l'archipel, est le premier en action. Voilà. Surtout quand tu es progressivement, si tu entends le frein, va un peu plus doucement. Voilà. Progressivement, voilà, c'est bien. Voilà, tu pompes doucement. Hein. Faut pas que ton moulinet lâche le cliquetis. Pompe progressivement, le moulinet ne doit pas lâcher. Il doit lâcher sur les tractions du poisson, mais pas sur ton action de pompage. Hein. Ok. Voilà. Il arrive, c'est ça. Et surtout, s'il veut repartir, t'as que du sable ici, tu risques rien. Hein. Ok. Tu laisses partir, il a plus à perdre que toi, t'inquiète pas. Hein. Voilà. Oh, c'est un superbe mâchoiron. Un superbe mâchoiron. De mer. Ah oui, il est joli. Il est joli. Voilà, regarde. Ça là, ce sont des épines méchantes. Hein. C'est très douloureux, hein. Attention. Alors ça, c'est un poisson en général qui repart pas à l'eau parce que les marins sont fous de ça. Ici, les Africains adorent vraiment le mâchoiron. C'est un de leurs mets favoris. Hein. Frais ou fumé, n'importe, ils adorent ça. Donc ça, quand il y a du mâchoiron, il récupère à tous les coups. Hey. C'est un poisson qui fait combien à peu près? Ça c'est dense, il doit faire 3 kg, 3,5 kg peut-être.
C'est assez dense hein, comme chair. Aujourd'hui, Patrick a décidé d'aller à la pêche à la traîne et surtout de tester de nouveaux leurres. En fait, il y a un effet stromboscopique un petit peu de ces stries dorsales et le orange fluorescent est un coloris qui répond profondément au niveau du spectre lumineux. C'est-à-dire que même dans une eau trouble ou en pêchant en profondeur, il y a toujours une lumière qui va faire ressortir ce coloris-là. Donc il est bien mieux repéré que de nombreux autres coloris. Et dans ces eaux, donc ça correspond très bien. Il n'y a pas de leurre miracle, il n'y a pas de leurre universel, mais il y a quand même des leurres ou des coloris qui fonctionnent plus régulièrement que d'autres. Les leurres que j'ai là sous la main sont un ensemble surtout de leurres souples que je dessine surtout au lancer ou à la dandine, que ce soit pour la carpe rouge ou le tarpon. On prend très bien les tarpons, on l'a vu avec ce type de leurres là, ce sont des leurres souples qui peuvent fonctionner aussi bien d'ailleurs que des appâts naturels, pas simplement au lancer mais également en dérive ou en calé. Là je vais en préparer, je vais en monter un ou deux sur des hameçons, parce qu'il y a des postes ici où il y a un petit peu de cailloux, je vais aller chercher des carpes rouges à dandiner ou des otolithes aussi d'ailleurs. Voilà, on a une petite partie pour bien positionner ce type de tête. Ça c'est un très bon leurre, c'est un de mes leurres favoris pour toutes ces pêches. Alors certains évidemment critiquent les leurres souples par leur souplesse justement et leur relative fragilité comparée à des leurres en dur. Mais en fait ce sont des types de leurres très complémentaires. On ne peut pas dire que c'est un leurre ou un autre qui fonctionne. Les deux fonctionnent, ils ont chacun leur utilité et on doit les employer à bon escient. Un leurre souple permet par exemple des actions de pêche extrêmement lentes, même des fois à 15-20 mètres de profondeur. On peut dandiner doucement, on peut les ramener, on peut les faire traîner sur le fond et prendre du poisson grâce à eux, là où aucun autre leurre ne peut fonctionner. Le coût du leurre, de toute façon, n'est pas très élevé et cela permet justement d'aller dans des endroits très encombrés, dans des roches ou dans des racines de palétuvier, où on hésite beaucoup plus à mettre des leurres pourtant plus onéreux. Et dans tous les cas, ils ont des utilités complémentaires, je le dis encore une fois, qui font qu'on devrait forcément en avoir dans sa boîte. Vous savez, pour le pêcheur français, donc c'est pas encore une habitude, mais les pêcheurs américains utilisent énormément ce type de leurre. Dans les boîtes de pêcheurs américains en bord de mer, on voit 90% des leurres de ce genre. Et ici, chez nous, ça serait plutôt l'inverse. Je pense qu'il y a une petite évolution à connaître de ce côté-là pour s'apercevoir qu'il y a peut-être des fois d'autres poissons à capturer grâce à eux. Alors je sais que ça surprend beaucoup les gens, hein, au début, tout le monde est épaté. Les gens qui viennent pêcher pour la première fois ici auraient envie de lâcher 30 ou 40 mètres de fil. Sans doute l'habitude de la pêche du bar en France, où souvent il faut pêcher à une certaine distance du bateau. Ici, en fait, on s'aperçoit que les poissons, à la rigueur, sont presque attirés par le moteur. Et vraiment, on a les prédateurs, les carangues, les barracudas en particulier, moins les carpes rouges, qui viennent attaquer alors qu'on pose à peine le leurre, donc juste là. Donc une canne à peu près à 6 mètres. La seconde canne courte à peu près une douzaine de mètres. On rebascule sur une canne latérale ici qui va être à peu près à une quinzaine de mètres. Et à nouveau de l'autre côté, l'autre latérale qui elle va pêcher à peu près à 18-20 mètres. Ah, poisson, 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 poisson. Tiens, Bara.
Ah, le miché. C'est une petite variété de barracuda. Et il n'y a pas à dire, hein, il a choisi en premier le leurre que je vous montrais tout à l'heure, ce coloris là. Hop là. J'essaie de faire travailler le poisson sur le côté pour qu'il ne s'en mêle pas dans les autres lignes. Regardez, des fois on a la chance de voir un autre barra plus gros qui vient, qui attaque le premier. Maillot, tu peux le gaffer, Chebri? Vas-y. On va faire un petit coup de calé parce que dans la continuité de la sortie du Boulon, là on a un trou, il y a à peu près 7-8 mètres d'eau. Il y a du caillou au fond, c'est un bon poste, il y a du requin pointe noire, il y a de beaux barracuda, il y a du cobia. D'autres poissons, des carpes rouges, donc on va essayer de pêcher, là, de passer une petite heure en calé, voir si on peut finir la journée avec un beau poisson. Et c'est un maudit requinote. C'est pas la prise de l'année, ça. Ah non, c'est pas la prise de l'année. Voilà un petit peu les petits requins qui, depuis tout à l'heure, nous embêtent et nous mangent tous nos appâts. Voilà. Tout à fait à tort, on l'appelle requin. C'est une jolie petite mâchoire quand même, hein, pour sa taille. Un œil assez marrant aussi. Là, il vous attrape le doigt, il vous l'arrache ou... Dangereux? Dangereux non, mais simplement si on met le doigt, ça peut faire des petites entailles, ça peut peler le doigt un peu peut-être. Allez, on va le remettre à l'eau. Ah, il a pas demandé son reste. Hein. Le soir, à Akaja, on confie ses exploits ou ses échecs en attendant le retour des dernières embarcations. Et si l'on rentre tard, c'est plutôt bon signe. Tu l'as tapé en dérive ou en calé alors? Non, on l'a tapé en dérive. Tapé en dérive et en surface. En surface? En surface. Quel montage tu avais? Avec le prop. Le prop là? Ouais. C'est un bon Pas de montage. Sur un beau carton des bijagos quoi. Ouais. Une belle gueule toujours. Beau poisson, ouais, beau poisson. Voilà. Un petit saute-à-veau. Ça, c'est votre tricot. Alors, ne me tirez pas votre tricot. C'est bon, déjà. Allez, encore. Voilà. Tiens, il y a un seau là, on pourrait... Il avait un peu. Ça fait grand quand même, hein, d'à côté. Je le voyais pas si beau. Je le voyais plus petit quand même. Et ben ouais. 2,33 m. 2,33 m et près de 220 livres pour le tarpon pêché par Eric. La prise est imposante, elle frôle même le record du monde. Requin-tigre, tarpon, barracuda, carangue et otolite, c'est le programme offert aux pêcheurs cette semaine.
Ce matin, Eric et Laurent font équipe. Ils font route vers le sud-ouest de l'archipel pour y tester de nouveaux poppers. Par contre, ça c'est dangereux. Les poppers, quand tu les mets pas à cette hauteur-là, c'est dangereux. Tu fais toujours la hauteur. S'il se décroche plus haut, tu le mets un anneau plus haut. Ok. Donc on va le rouler. Voilà. Comme ça on est tranquille et pas à hauteur du visage. Ah, tu vois là, la mer là, qui fréquille, là, c'est tous les ethmalos, les bangas là, qui remontent. De toute façon, on va se stabiliser et va repartir, on va redescendre avec la marée. On va choisir quelques poppers. L'utilité de ces leurres, donc, c'est de faire énormément de bruit en surface là, pour faire monter les poissons qui sont inactifs. Donc d'imiter une proie blessée. Voilà, ou, une proie blessée. Et si tu es sur une chasse, eh ben, tu jettes ton popper dans la chasse et l'idée c'est de faire dévier le poisson de sa proie pour le faire monter sur le popper. On y va? Ouais. Allez. On jette le popper juste avant qu'il touche l'eau. On ferme le pick-up et on commence à mouliner. Voilà. Et en moulinant, on donne des à-coups avec la canne pour bien faire travailler le popper. Belle chair. Ça fait monter le poisson en surface. Et ça fait un joli bruit. Qu'est-ce qui attire le poisson en fait? C'est le bruit, c'est le mouvement, c'est la rapidité. C'est le bruit et puis bon, bah, la vitesse pour certains poissons. Tu ne feras pas monter une carpe ou une carangue de la même façon quand tu ramènes ton popper. L'animation est différente selon le poisson recherché. Voilà. Donc, quand tu pêches, si on pêche sur les carpes, tu vas avoir une nage un peu moins rapide. Même de temps en temps, tu ralentis sur le poste directement. Puis carangue, tu vas mouliner en continu et tu vas ramener. Bon, le principe du lancer, tu connais. Ok. On va aligner le leurre derrière. Et tu donnes un vent. Voilà. Là, il va toucher l'eau. Tu fermes le pick-up. Et tu commences à mouliner en donnant des coups. Voilà. Animation plutôt saccadée. Ouais, saccadée et continue. Voilà. Regarde ça. Des dauphins noirs sont venus saluer les pêcheurs. C'est une petite habitude que j'ai pris de Côte d'Ivoire. Et quand je vois les dauphins, je balance. Je frotte comme ça dans l'eau et ça les fait monter. Et apparemment, en Guinée, c'est exactement la même chose. Ça arrive que certains poissons chassent avec les dauphins. Ouais, et là, ils sont en train de chasser dans les bangas. Un poisson qui est monté sur un gros popper. Aucune chasse en plus. Il faut monter comme ça. Je trouve que le poisson est bien dans le coin, mais... Vas-y, on va faire tourner. On va essayer de se fatiguer un peu. Très belle carangue. C'est une belle carangue, elle est accrochée sur le bord de la gueule. Hein. Vous ne traînez pas. J'ai eu un peu de chance. Hein. Alors là, tu as tout le poisson fourrage qui est là, les bangas, donc les ethmalos. Et là, tu vois, tu as des tarpons ou des carangues là qui chassent. Tu m'excuses, 2 secondes, c'est sérieux en plus.
sont en train de chasser dedans. Celle-là, elle est superbe. Très beau poisson, je pense. Je pense qu'il y a un poisson de 10 kg là. Tiens, Laurent, tu vas t'amuser un peu? Allez, on va changer tout ça. Tiens, maman, tu descends, s'il te plaît. Tu te mets derrière pour travailler ton poisson? La carangue est un poisson très technique et Laurent Cousseau apprécie particulièrement sa combativité. Elle a une forme très aérodynamique, une puissante caudale. Ça en fait un redoutable adversaire d'une canne. Tiens, donne la canne à Mamadou, viens prendre ton poisson. Vite. Belle bête. Belle bête, ça va, je suis content. Laurent a pu s'amuser un peu. A priori. Oh, celle-ci, elle fait 8 kg. 8-9 kg, 8 bons kilos, on va dire. Allez, on va rester modeste. Là, je viens d'en piquer une deuxième avec sa canne. Je viens de lui rendre. Il s'amuse. Tant qu'on va retourner à l'eau. Allez, on va relancer ça pendant qu'elles sont ici. Voilà, elle arrive en surface. Elle se laisse pas facilement ramener au bateau. C'est bon pour la douche? Ouais, t'as un beau poisson. Elle dur à ramener, hein. Comment se fait-il qu'elle ait été piquée Ah, souvent, quand elle te prend le popper, elle se retourne et elle le prend pas vraiment, elle met un coup de nez dedans. Je pense qu'en se retournant, elle se pique sur le côté. Voilà. Quel poids? À peu près la même. Je pense 8 bons kilos. L'île de Formosa est l'un des nombreux cailloux qui parsèment l'archipel, inhabité comme les 3/4 des îlots des Bijagos. Sur le chemin du retour, Eric a troqué une nouvelle fois ses habits de pêcheur pour ceux de botaniste. Tiens Laurent, viens voir, il y a les palétuviers. Ouais. Je vais te faire voir comment ça se plante. Naturellement surtout. Alors donc là, tu as les palétuviers, ok. Et là, tu as les fleurs de palétuvier. Bon là, elles sont passées, là, il y a les graines qui sont sorties. Voilà. Alors, la graine, à l'âge adulte, elle te donne ça. Voilà. Comme un gros haricot. Comme un gros haricot. Et quand il est vraiment mûr, on va détacher celui-là. Ça se retire tout seul en principe. Voilà, ça c'est le premier germe, les futures feuilles. Et là, tu as les racines qui sortiront par là. Voilà. Et quand ça tombe, ça a la forme d'une poire un peu pointue. Et ça va se planter. Voilà. Ici, la richesse des eaux permet de pêcher dans des conditions parfois inédites. La technique de l'épervier utilisée en pleine mer est exceptionnelle. C'est un signe qui ne trompe pas, les poissons sont présents en grande quantité. Il y a notre gros banc de banga qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est un des mets préférés du tarpon, ça. Ben là, il est là pour le manger. Hein. Il y en a des milliers, je sais pas, des millions autour de nous. Hein. Si on regarde à perte de vue, on voit des bancs de banga absolument partout. Hein. On voit qu'ils se nourrissent. Manger plancton. Tiens, tu l'as vu celui-là? Ah, et on l'a peut-être vu, là, peut-être. Tiens! On va dire que c'est un beau poisson, qu'il est bien vigoureux. On va
C'est-à-dire qu'on a quand même une bonne petite heure. Ça vient de sauter au loin là-bas. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour essayer d'échapper? Voilà, mais il va sauter, mais quand ce sont des gros poissons comme ça, il saute quand même pas beaucoup. Hein. Comment il se sert de sa puissance? C'est sa puissance, il nage, il va beaucoup s'éloigner de nous. J'aimerais que tu me rendes plutôt les cannes de sillon vers l'avant, s'il te plaît. Les vifs, tu pourras me les décrocher, tu me les mets dans le vivier. Voilà, il faut quand même penser au reste de la pêche, c'est pas la peine de s'affoler, de prendre le temps. Il prend du fil, derrière c'est du backing. Ouais. C'est-à-dire c'est le multifilament, ce qui me permet, le multifilament est beaucoup plus fin à résistance égale, ce qui fait que dessous j'ai encore 400 mètres. Il fait demi-tour, il revient vers nous là. La chose qui surprend, je crois, le plus, c'est le poisson qui fait d'un coup demi-tour à une telle vitesse qu'on croit vraiment l'avoir décroché. Et les premières fois où ça arrive, c'est vrai que ça prend au cœur, parce que d'un seul coup, on tape un grand coup de pied par terre, on dit mince, mince, parce que c'est un beau poisson, on a envie de le prendre. On dit mince, il est parti. Et puis en fait, d'un seul coup, on reprend contact. Là, on peut se faire avoir, hein, parce que une des erreurs, c'est entre autres de resserrer le frein pour amener plus vite. Beaucoup de gens font ça. Voilà, il revient vraiment vers nous. Hein. J'ai récupéré déjà une grande partie du fil qui était dehors. Il monte bien là, il monte. Regardez, regardez, voilà. Alors vous voyez, je mets la canne bien dans l'angle. Voilà. Pour qu'il nous fasse tourner le bateau comme ça. Voilà. Ah, il a respiré juste. Les tarpons, en fait, ont des branchies comme, je dirais, quasiment tous les poissons, mais ont également une sorte de poumon primitif qui leur permet de respirer de l'air, effectivement. C'est pour ça qu'il est possible de trouver des tarpons dans des secteurs qui sont extrêmement vaseux, parce qu'ils arrivent à respirer directement l'air, si l'eau ne leur apporte pas suffisamment d'oxygène. Patrick a enfilé son harnais, une aide indispensable qui permet d'abaisser le centre de gravité et surtout de moins fatiguer. Ils sont voilà. Oh, il veut nous passer sous le bateau, le coquin. Il veut nous passer sous le bateau. Avec le tarpon, le combat peut durer jusqu'à 1h30. Hop là, voilà. Il passe sous le bateau. Voilà, ça c'est toujours le plus mauvais. Il faut vite, vite plonger la canne comme ça sous l'eau et contourner en base du moteur. Voilà. Et on revient à la position de combat initiale. Là, 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 là. On voit bien quand il respire, hein. On va essayer donc de l'attraper, ce poisson. On va juste le gaffer à la lèvre pour ne pas le blesser. Ça va nous permettre de sortir pour le voir un petit peu, faire une ou deux photos avant de le relâcher. Ok. Logiquement, si vous voulez, quand un bas de ligne est pris à deux mains, en pêche sportive, on considère que le poisson est gagné. Donc là, par exemple, Maillot a pris le bas de ligne à deux mains. Ça permet d'attribuer au pêcheur le mérite déjà d'avoir pu ramener le poisson jusqu'au bateau. Oui, oui, oh, beau, tu es beau. Tu es le beau poisson Maillot, bravo. Wow. Ça c'est vraiment un beau poisson. Ça c'est vraiment un beau poisson, oui. Oui, tu es un beau poisson. Il y a vraiment des poissons qui forcent l'admiration parce que c'est... Entre sa force, sa beauté, vraiment, ouais. C'est un instant de... C'est un vrai instant de vie là, face auquel on est là, quand on a réussi à amener ce grand poisson là, comme ça. Attends, voilà, je te l'enlève.
Voilà. D'après son tour de taille et sa longueur, ce tarpon devait avoisiner les 238 livres, à 2 kilos près, le record du monde, toute catégorie. Sanctuaire préservé du tourisme, les Bijagos offrent aux amoureux du beau combat l'occasion de venir assouvir leur passion. Aujourd'hui, l'archipel reste un endroit unique où tout pêcheur est assuré de trouver une certaine forme de bonheur au bout de sa ligne.